Oracle, po, Oracle, po. Maintenant, place à Pau. C'est la première fois qu'on sent enthousiaste Yannick sur Victor Orakpo quand même. Hein. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Charnière centrale, le podcast 100% MHSC et le podcast 100% Orange et Bleu. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro. Pour m'accompagner, mes trois fidèles compères sont toujours présents. Kevin est avec nous. Salut Kev, comment tu vas ? Ça va. Bonjour à tous les compères. J'espère que vous allez bien. Ça va nickel, impeccable. Hein. Lauriane est bien sûr toujours de la partie. Salut Lauriane, comment ça va ? Salut Fabien, salut Yannick, salut Kevin. Ben écoute, ça va, hein. Toujours en lice pour la Coupe de France, donc tout va bien. Oui, toujours en lice pour la Coupe de France et ça c'est une très bonne nouvelle et ça fait plaisir. Et Yannick est également avec nous. Salut Yaya, comment tu vas ? Salut Fabien, salut Kevin, salut Lauriane. Écoute, pareil que Lauriane, moi j'ai la pêche. Pareil que Kevin, je vois qu'il est en forme aussi. Et toi, tu as l'air en forme aussi. Donc on est bien, on est qualifié. On est tous en forme, on est qualifiés et en plus c'est un beau numéro de charnière centrale qui nous attend aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire de suite le programme de l'émission. On va commencer avec le rituel, chantons le match. Chacun va chanter une petite chanson en rapport. J'ai l'impression que Kevin l'avait oublié celui-là. On va chanter une petite chanson en rapport avec la dernière victoire des Montpellierins justement face à Monceau-les-Mines en Coupe de France. Ensuite, nous allons parler de cette rencontre, faire un petit après-match très rapide de cette rencontre-là et également parler du prochain adversaire des Montpellierins pour les 32e de finale. C'est tombé ce lundi, donc on va en parler d'ici quelques minutes. Ensuite, on fera un petit avant-match de la rencontre des Payadins face à Pau. Le MHSC reçoit Pau au stade de la Mosson samedi à 14h. Donc voilà, un match important aussi pour le championnat. Une victoire ferait que du bien, donc on va en parler aussi au milieu de cette émission. Et pour terminer, nous allons parler, il y aura la question du jour, nous allons parler d'Arnaud Souquet. Arnaud Souquet, du coup, qui s'entraîne actuellement avec la réserve du MHSC. Et la question du jour, c'est est-ce qu'un retour d'Arnaud Souquet pourrait-il être intéressant pour le MHSC ? Et juste après cette question, on recevra dans l'émission Arnaud Souquet en direct qui viendra parler un peu de son expérience à Chicago, de son retour dans l'Hérault et puis de ses envies et de ses projets pour la suite. Donc voilà, c'est une émission assez exceptionnelle avec comme invité en fin d'émission Arnaud Souquet. Mais on va commencer tout de suite avec Chantons le match. C'est parti, jingle. Charnière centrale, le club, les voix, la passion. Allez, c'est parti pour Chantons le match. On va commencer avec Lauriane. Yannick suivra. Je continuerai dans la foulée et on laissera la fin pour Kevin. On va le laisser réfléchir un petit peu. Ça va être une totale impro encore. Allez, Lauriane, on commence avec toi. On t'écoute. ICO, Oracle, tous unis sous les mêmes couleurs. La paillade chante avec ferveur. Allez, paillade, allez Montpellier. ICO, Oracle. Parfait. Vas-y Yannick, Yannick, je te laisse enchaîner. Allez. Il a mis la fièvre en Coupe de France. Mais il a mis la fièvre en Coupe de France. Qui ça ? C'est qui ? Oracle, Oracle, po. Maintenant, place à Pau. C'est la première fois qu'on sent enthousiaste Yannick sur Victor Orakpo quand même. Hein. Les viewers C'est pour faire surtout un le screenshot. Orakpo, maintenant place à Pau. Faudra pas la garder. Hein. Celle-là, elle est magique. C'est Victor Orakpo qui nous a qualifiés contre Monceau. Une victoire de 0. On ne pouvait pas rêver plus beau. C'est Victor Orakpo. Orakpo. Total impro. Un, dos, tres. On va jouer le 3e tour de Coupe de France. Cette fois-ci, on ne s'est pas fait éliminer contre le Puy. Un, dos, tres. On va jouer Canet-en-Roussillon. Et j'espère que cette fois-ci, on va aller au bout. Voilà, c'est bon. Allez, on enchaîne tout de suite avec la suite de l'émission. On va débriefer justement un petit peu cette rencontre des Montpellierins rapidement face à Monceau. C'est parti.
Dans le podcast Charnière Centrale, on parle du MHSC sans langue de bois, même avec l'accent. Alors samedi dernier, le MHSC s'est imposé lors du 8e tour de Coupe de France sur la pelouse de Montceau-les-Mines. Victoire 2-0 avec un doublé de Victor Orakpo, vous l'avez bien compris après notre chanton le match. Un doublé de Victor Orakpo, je vous raconte pas l'excitation de Yannick quand il a su ça. Son idole qui met un doublé en Coupe de France, ça pouvait être que magnifique pour lui. Alors très rapidement, Yannick, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre des Montpelliérains et surtout des différentes décisions de Zoumana Camara sur la feuille de match qui a quand même fait beaucoup de changements et qui a fait bouger pas mal de choses? De toute façon, déjà, on avait parlé avant le match que Orakpo devait être titulaire parce que c'est le genre de match qu'il devait jouer. Je pensais qu'il allait marquer, il a marqué, donc j'ai écouté un peu. Donc j'ai pas eu le match, hein, donc j'ai écouté un peu à l'ancienne en écoutant Radio France Héros là. Je pense que Camara, il a mis une équipe compétitive sur le terrain. C'était à peu près la compo d'équipe qu'il fallait mettre en place, ce qu'on avait dit en faisant un petit peu de turnover. Moi, ce que j'ai cru comprendre du match et ce qui est très intéressant, c'est que par contre, contrairement à Agde, à Mansour, on a quand même pris vraiment le jeu en main. On a eu beaucoup d'occasions. Bon, encore une fois, voilà, beaucoup d'occasions, mais peut-être pas assez de buts, comme l'a souligné Zoumana Camara après le match. Notamment Junior Ndiaye, je crois qu'il y a eu 3-4 grosses occasions où ça a fait poteau, ça s'est arrêté sur la ligne. Mais tout ça, même si c'était contre une R1, ça, dans tous les cas, que ce soit des joueurs qui soient titulaires habituellement ou qui jouent peu comme Ndiaye ou Issoufou qui est rentré, je trouve quand même que c'est intéressant pour, comme on l'avait dit, il fallait surtout pas perdre et se qualifier pour garder l'esprit d'équipe. J'ai l'impression que ça gomme au moins dans les têtes le match de Reims qui était quand même intéressant mais pas abouti, et notamment à son occasion de but. On a vu des petits jeunes qui sont rentrés aussi, hein. Je crois qu'il y a deux, trois jeunes, notamment Da Silva, qu'on parlait la dernière fois, qui a pu faire ses premières minutes. Et El Hannach qui a tenu le rang en défense aux côtés de Bessir Omeragic. Je pense que c'est bien, voilà. Le job a été fait. On a vu qu'il y a des clubs de Ligue 2 qui ont été battus pendant ce Tour de Coupe de France. Donc maintenant, place à la suite et on verra ce qu'on fera contre Cagnes-en-Roussillon au tour prochain. Justement, Kevin, après cette qualification, du coup, on a appris ce lundi que Montpellier allait affronter Canet-en-Roussillon lors des 32e de finale de cette Coupe de France. Pour toi, cet adversaire, qu'est-ce que ça te dit? Je suis content parce qu'au vu des adversaires qu'il y avait là-haut, là, qu'on a vu marquer Marseille, Monaco, Nice, peut estimer heureux, même si sans porter de choses sur Canet, qui s'y sont qualifiés, c'est qu'ils le méritent d'être ici. Quand même, ils jouent en National 3, c'est ça ou 2, je ne me rappelle plus, National 3, N3, National ouais. 2. Ouais, Donc voilà, donc mais s'ils sont là, c'est voilà, mais je pense que c'est quand même un tirage favorable à notre portée. Après, voilà, on dit ça, on se remémore encore pour ceux qui l'avaient oublié l'année dernière le 4-0 au Puy, qui d'ailleurs sont qualifiés toujours quand même aussi. On va le rappeler, peut-être qu'on pourra les affronter un jour, on sait pas, pour le prendre la revanche. Mais non, mais c'est bien, voilà. Après, comme j'ai dit, c'est sûr que tu aurais récupéré une Ligue 1 à domicile, ça aurait été bien, ça aurait ramené du monde à la Mosso, mais je préfère tomber Canet que prendre un Olympique de Marseille ou un Monaco, quoi, tu vois. Même Nice qui sont pas en forme, ça reste quand même des écuries de Ligue 1 qui jouent mieux que nous, même s'il y a des équipes ça va pas trop, mais voilà, ça joue bien en ballon. Tu vois, à Saint-Etienne à Nice ça va être compliqué, mais voilà, je pense que sur le papier c'est un tirage favorable et ça sera bien comme ça. Si on se qualifie, j'ai bien si je l'espère de tout mon cœur, on continuera et on avancera. Et plus on avancera loin, plus que peut-être ça va donner de la confiance au groupe, ça va souder le groupe. Et peut-être qu'on se dira, allez, on peut y aller, on peut aller chercher quelque chose. Et si on reçoit, au bout, par exemple, pas ce prochain tour, mais dans 2 tours, on reçoit une Ligue 1, ben peut-être qu'on arrivera face à cette équipe de Ligue 1 en confiance. Et peut-être qu'on va produire du jeu et réussir à faire quelque chose. On l'espère en tout cas. Lauriane, toi, qu'est-ce que ça t'inspire ce tirage au sort face à Canet-en-Roussillon? Canet-en-Roussillon, qui est l'équipe qui a éliminé Rodez aussi justement au 8e tour. Il y a 2-3 ans, ils avaient éliminé aussi l'Olympique de Marseille. Bon, c'est peut-être pas la même équipe aussi qu'il y a 3 ans, mais qu'est-ce que tu t'es dit après avoir vu ce tirage au sort? Non, mais moi, j'étais contente parce qu'en plus, c'est à 1h30 ici. Donc, c'est plutôt cool. On va pouvoir y aller au moins, tu vois.
Et non, après Canet, oui, Canet, c'est fort, ils sont pas là par hasard. Donc après, c'est comme pour tout, les petites équipes, ça peut être bénéfique comme dangereux. Donc bon, on verra sur le terrain. Mais bon, normalement, ça devrait être bon pour nous. Allez, ben, du coup, on aura l'occasion de rediscuter de cette rencontre-là, de faire des pronostics aussi et d'évoquer un peu l'équipe de Canet en Roussillon plus en détail dans l'émission d'avant-match qu'on fera justement fin décembre avant cette rencontre. Eh bien, on va passer tout de suite à l'avant-match de la prochaine rencontre des Montpellierins face à Pau qui se jouera au stade de la Mosson samedi à 14h. C'est parti, jingle. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Samedi après-midi, 14h, au stade de la Mosson, le MHSC affrontera Pau pour ce nouveau match de Ligue 2 et cette reprise de Ligue 2 après la Coupe de France. Kevin, on va commencer avec toi. Comment tu vois cette rencontre? J'imagine que tu as l'espoir d'une victoire, comme lors de chaque podcast. Est-ce que tu t'attends à une rencontre serrée? Est-ce que tu penses que Montpellier peut vite faire le trou face à cette équipe paloise? Qu'est-ce que tu ressens avant d'affronter Pau dans 2 jours? Un match, ça va être un match tranquille. Franchement, on va aller prendre, on va aller manger. Je sens qu'aujourd'hui, je suis optimiste pour ce match. On va aller manger, on va faire le travail, on va faire le job. Euh, je pense que Reims a mis un petit coup moral, mais justement, ils vont vouloir se ressaisir pour montrer devant les supporters comme quoi c'était juste un passage à vide et que c'était pas un match exceptionnel et ce qui arrive dans une saison. Mais voilà, et puis j'ai vu Pau, ça joue, mais voilà, c'est pas une équipe non plus extraordinaire. C'est pas Saint-Étienne ou 3 devant, tu vois. Donc je pense que c'est une équipe à notre portée qui est prenable, surtout devant nos supporters. Qui, d'ailleurs, petit coup de gueule, malheureusement, les autos seront encore une fois fermés suite à des utilisations d'engins pyrotechniques à Clermont. Alors qu'on ferme une tribune à domicile pour un match à l'extérieur, c'est inadmissible. Donc la LFP, il faudrait qu'ils revoient un peu leur règlement. Voilà. Mais je pense qu'on va gagner, tu vois. Je peux même te dire le petit pronostic. Je vois bien un petit 4-0 pour ce match, déjà. Je te dis, je le sens bien tranquille. Ils n'auront pas d'action. Il y aura un petit doublé de TJ avec un petit but d'Orakpo et un petit but de Mendy. Voilà, je sens que ça va être pas mal. Ça y est. Avant les fêtes, ça serait un beau coup de Noël, non? Je sens qu'Orakpo devient le nouvel idole de Kevin aussi. J'ai l'impression qu'il y a... Non, mais parce que voilà, s'il le fait jouer comme il est en confiance, il reste sur 2 buts, même si c'est une régionale 1. Mais moi, dans la logique, je le ferai jouer, je le ferai rentrer quand même pour être dans la continuité du match qu'il a fait, pour pas que tu vois, il dise, ah, j'ai marqué 2 buts, et ben, tu vois, ça se trouve, s'il rentre pas. Et s'il marque pas, déjà, il dira, le coach a confiance en moi, il me fait rentrer, ou peut-être mettre titulaire, je sais pas, hein, comment il va faire son équipe, Camara. Mais s'il rentre, et justement, sur une action, il peut faire une différence et marquer un but, ben, justement, ça va encore plus le mettre en confiance. Et peut-être que ça va être justement une révélation. C'est ce qui lui manquait à lui. Peut-être, on ne sait pas. Tu vois, tout peut arriver. De toute façon, ce qu'on foot, comme on disait, ça marche. C'est sur une base de confiance. Tu marques, tu prends de la confiance, surtout en étant buteur. Tu marques pas, tu ressasses et du coup, tu fais de moins de bonnes performances. Ce qui se passe un petit peu avec Mendy, que ça fait, il marque pas tant que ça. Donc, je pense qu'il ressasse beaucoup et qui est peut-être que ses matchs sont un petit peu moins, quoi. Et qu'il loupe pas d'action. Je pense que ça peut le faire. Et comme je disais la semaine dernière aussi, peut-être le mettre en concurrence avec Mendy, ça peut être bénéfique comme pour lui, comme pour Mendy. Lauriane, toi, comment tu vois cette rencontre des Montpellierins face à Pau? Eh ben moi, je la vois bien. Je la vois bien. Non, mais en plus, je la vois bien parce qu'en fait, Pau, bon, déjà, il faut faire attention parce qu'ils ont 23 points. Ils sont qu'à un point de nous, hein. Donc, t'as pas trop le choix non plus de gagner chez toi. Alors, sachant que Pau, ça fait les 6 derniers matchs, ils n'ont pas fait une seule victoire. Donc, mentalement, nous, on a l'ascendant dessus parce qu'on est sur une série sans défaite. Ils ont perdu en Coupe de France contre Vignac, je crois. Donc, déjà, voilà, pas top niveau état d'esprit, je pense, chez eux. Nous, on est sur une victoire en Coupe de France, donc on est vraiment sur un enchaînement de bonnes séries, un mental très bon. Eux, je pense ils ont le moral dans les chaussettes, etc. Donc, je pense qu'on peut vite prendre l'ascendant sur eux dans le jeu et sortir par une victoire et une large victoire, je pense. Yannick, toi, comment tu vois cette rencontre? Qu'est-ce que tu penses que les Montpellierins vont faire? Bon, après, comme disaient c'est vrai que Pau enchaîne les non-victoires, mais attention, sur les séries, moi je suis très attentif aux séries de matchs d'affilée parce qu'il y a des stats qui sortent tout le temps. Ou au septième match, si tu fais que gagner, tu perds. C'est ce qui nous est arrivé contre Reims. Et là, si ça fait 6 matchs qu'ils ont pas gagné, il ne faudrait pas qu'ils s'amusent à gagner contre nous.
Après, comme j'avais dit à Rennes, je le sentais bien. Là, je le sens bien aussi parce qu'il n'y a pas les voyants sont pas au rouge. On est passé en Coupe de France, on a fait tourner. Attention à voir juste dans quel état physique sera Mendy parce qu'il n'a pas joué parce que je crois qu'il était un petit peu pas blessé, mais en tout cas, il a été préservé, comme l'avait été J contre Reims. Donc, soit effectivement commencer avec Orakpo, pourquoi pas, et le faire rentrer. C'est une situation qu'on n'a pas vécue depuis le début de saison. Il va y avoir la question aussi sur la défense centrale, puisque là, on a joué quand même avec LNH et Omer Hadjic. Est-ce qu'il va laisser LNH? Est-ce qu'Inkari, moi, je pense qu'il va rester quand même sur LNH, mais voir ce que ça va donner, puisque là, ça va être sur un match complet. Donc, même s'il y a eu le match de Coupe de France, on pourra voir ce que ça donne. Et toujours les mêmes questions de milieu de terrain, d'animation de milieu de terrain. Est-ce qu'on va jouer avec toujours deux milieux défensifs et TJ devant, ou est-ce qu'on va essayer de tenter un peu plus de choses, même si on a des absents, et de jouer avec Fayad TJ ou d'intégrer quand même Fayad peut-être dans ce milieu de terrain pour essayer d'avoir un peu plus de technique, essayer d'aller un peu plus vers l'avant, parce que si on veut marquer des buts, effectivement, nos offensifs sont plutôt en confiance. On verra ce que ça donne. Après, je suis quand même positif. Et pour moi, sur le dernier match de championnat à la Mosson, il faut le remporter quoi qu'il arrive. Même si la tribune est en auto et est suspendue, les supporters seront là dans la tribune d'à côté, donc c'est pas trop un problème. Et faisons la fête. J'espère qu'on va quand même gagner. Mais peut-être pas si facilement. Peut-être un petit 2-1. Voilà. Pour moi, je verrais un petit 1-0, 1-0 classique. Une victoire poussive, mais une victoire qui fait du bien avec un petit but de Nicolas Pays quand même. On va pas changer, mais je vais pas changer mes pronostics. Ouais, j'ai pas donné mon prono. Non, vas-y justement, dis-moi ton prono. 3-0 pour nous, bien sûr. D'accord. Doublé de Païs et Savanier. Allez, Kevin nous a dit, et Yannick. Moi, je pense que Mboukou va marquer. Parce qu'il a fait un beau match en Coupe de France aussi, parce que je pense qu'il a besoin de se rattraper du match contre Reims qui était très poussif après son retour de sélection. Et pourquoi pas Orakpo, hein. Je vais rester avec Kevin, parce que s'il doit marquer, je suis d'accord avec lui, c'est quand même plutôt maintenant, c'est plutôt quand tu es en confiance que tu réfléchis moins et tu as le geste plus juste. Parce que plus tu vas réfléchir et moins tu réussis. Donc, qu'il soit titulaire ou qu'il rentre, j'espère pour lui qu'il marquera, surtout qu'il n'a pas marqué en Ligue 2 encore, même si je ne suis pas fan du joueur. Et ça dépendra à quel poste il joue, parce que même en Coupe de France, il n'avait pas joué neuf, il avait joué sur le côté gauche. Donc, c'est pas là où on l'attend non plus, hein. Comme tu parlais de concurrence avec Mendy, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est soit en 4-4-2, ils jouent ensemble, soit à la place de Mendy. C'est plus judicieux, en tout cas, pour son profil, son gabarit. Maintenant, espérons, voilà, s'il marque un but, de toute façon, on aura besoin de tout le monde pour arriver jusqu'au bout. Donc, Il faudra miser sur tout l'effectif. Et ouais, du coup, Orakpo buteur, je pense qu'on n'aura jamais autant entendu parler de Yannick. Enfin, on n'aura jamais autant entendu parler d'Orakpo de la part de Yannick hein, avec autant de positivité aujourd'hui. Donc voilà, on verra si le pronostic est bon. Allez, ben on va enchaîner tout de suite avec la question du jour. Et juste après, notre invité exceptionnel sera avec nous dans le podcast. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. La question du jour, un retour d'Arnaud Souquet du côté du MHSC pourrait-il être intéressant pour le club payadin? On va commencer avec toi, Kevin. Je te laisse répondre très rapidement à cette question-là parce que juste après, on a Arnaud qui arrive, donc on va pas trop tarder. Oui, Voilà, c'est rapide. oui, oui. Vas-y, rapide. Non, oui, bien sûr, il prend la place 10 000 fois à Enzo Chateau, mais 10 000, il le mange, Enzo Chateau. Il en fait des petits biscuits, il lui dit va couper les citrons et tu reviendras dans quelques années quand tu seras bon. Ah oui, moi j'ai toujours adoré Arnaud quand il a joué de 2019 à 2023 chez nous. Et voilà, c'était un latéral qui était offensif. Je me rappelle, à chaque fois qu'il marquait des buts, c'était des buts extraordinaires. Notamment, je me rappelle d'un but qu'il met presque à l'entrée de la surface, à une demi-volée face à l'Olympique Lyonnais.
c'est exceptionnel. Et c'est toujours un mec qui s'est jamais caché, qui a toujours mouillé le maillot, pardon, et qui s'est jamais caché, quoi. Il s'est toujours battu. Des fois, c'est vrai qu'il a eu peut-être des passages à vide comme certains dans l'équipe, mais voilà, il s'est toujours battu. Et moi, je dis, franchement, je le prends tous les jours. On a des mecs comme ça hein, qui sont chez nous. Je sais que Laurent Nicolin n'aime pas trop les retours d'anciens parce que ça, des fois, ça ne fonctionne pas. On voit comme avec Delors. Mais je me dis, voilà, il est libre. En plus, avec les blessés qu'on a, donc en défense centrale, si tu mets la nage, ça te fait un latéral en moins. Donc peut-être que tu peux pallier ça avec l'arrivée d'Arnaud Souquet et laisser un Lanache en défense centrale, tu vois. Donc moi, je signerai de suite, franchement. Après, ça dépend aussi, voilà, le budget qui nous reste, comment il gère ça, Louis Nicolas, pardon, Laurent Nicolin. Mais voilà, du coup, moi, je prends de suite. Moi aussi, je pense que ça peut être une très bonne idée. Après, on en parle dans la question du jour. C'est pas du tout d'actualité pour l'instant, hein. Après, on en parlera avec Arnaud juste après. Peut-être qu'il va nous annoncer quelque chose. Mais voilà. Mais pour moi, ça pourrait être que bénéfique entre l'expérience, la mentalité qui est parfaite. On n'a jamais rien eu à dire sur la mentalité d'Arnaud Souquet à Montpellier, même dans les autres clubs. Et puis, au vu des joueurs qu'on a en tant que latéral droit, je pense que ça pourrait faire du bien à cette défense, Yannick. Tout à fait, surtout que pour moi, on a vraiment que Enzo Chato qui est vraiment latéral droit parce que El Hanach, depuis le début de saison, même s'il a joué à arrière droit, on l'a vendu comme un arrière droit, mais on comprend bien que c'est plutôt un défenseur central. Bon, j'espère qu'il confirmera ce profil plutôt dans les matchs à venir, puisque de toute façon, on va le voir à ce poste qui est, à mon avis, son poste de prédilection. Et je pense même que LNH, je crois qu'on avait déjà parlé aussi, pour moi, il aurait pu même être testé en 6 parce que quand il est au milieu, il arrive à monter. Alors que sur le côté, il prend vraiment le bouillon, quoi. Donc, si on se retrouve qu'avec Enzo Chato en arrière droit, il n'y a pas de concurrence réelle et au moins avoir deux personnes à un même poste, c'est-à-dire doubler les postes, ça me paraît évident. Et si on pouvait avoir l'expérience d'Arnaud Souquet avec ses 33 ans et il connaît par cœur le Gramont, les supporters montpelliérains, hein. Je pense qu'il a laissé un bon souvenir à tout le monde parce qu'il faisait partie d'une bonne période du MHSC où on avait une équipe conquérante, une équipe qui avait envie, une équipe qui nous donnait vraiment envie de chanter aussi. Ça serait qu'un plus par rapport à ce groupe jeune d'avoir quelqu'un d'expérience qui, je pense pas, coûterait non plus trop cher en salaire. Et comme en plus, on n'est pas non plus à l'abri de voir un autre château partir au mercato, parce qu'il a changé d'agent récemment, donc est-ce que ça veut dire qu'il aurait des touches ailleurs? C'est pas impossible non plus. Bon, après, il n'y a pas que Souquet qui s'entraîne, on a vu il y a aussi Brian Dabo et Dimitri Berthaud, même si c'est pour rester en forme, à voir si on ne va pas avoir peut-être et Dabo et Souquet dans le futur, suivant comment ça se passe au mercato de janvier. Lauriane, pour toi, je te laisse répondre à cette petite question très rapidement et juste après, on accueille Arnaud Souquet. Non, mais moi, oui, 100 fois, oui, on le reprend quand il veut, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est un très bon gars, très bonne mentalité, comme tu as dit. Après, c'est un mec qui a toujours mouillé le maillot. Et comme disait Yannick, c'est très bien de doubler les postes. Il peut apporter son expérience, devenir un cadre du vestiaire, parce que l'équipe, elle est jeune, mine de rien. Donc oui, oui, mais 100 fois, la porte, elle est ouverte. Enfin, en tout cas, chez moi, pas chez Nicolas, je sais pas, mais Ne vous inquiétez pas, vous ne le verrez pas sur la caméra de Lauriane ce soir, mais il est bien chez lui et pas chez Lauriane. Et comme prévu, Arnaud Souquet est avec nous dans ce numéro de Charnière Centrale. Ça fait très plaisir de l'avoir avec nous. Salut Arnaud, comment tu vas? Très bien, merci. Et vous? Eh ben, ça va très très bien. On est très heureux de t'accueillir. Alors encore, merci beaucoup. Alors Arnaud, pour les fans de football et les supporters du MHSC qui t'avaient un peu perdu de vue, aujourd'hui tu es libre de tout contrat après ton départ de Chicago en MLS. Déjà, avant de parler du MHSC, comment tu définirais ces 2 ans et demi en MLS, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel? Bon, sur le plan professionnel, c'était une très belle aventure parce que ça permet de découvrir une autre vision du foot, d'autres façons de travailler avec des bonnes choses, des moins bonnes choses, des choses différentes de ce qu'on peut travailler en France. Donc, je pense qu'en termes d'enrichissement professionnel, c'est bien. Le petit point négatif, c'est de pas avoir pu jouer les playoffs parce que le club à ce moment-là n'était pas assez structuré en termes de recrutement pour
pour pouvoir les jouer, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça a été 2 saisons un peu compliquées, un peu galères en termes de résultats parce qu'on n'avait pas une équipe assez compétitive. Et d'ailleurs, on a vu qu'avec un simple changement, un changement de coach et une adaptation de l'effectif, comme par hasard, cette année, ils ont fait au moins les play-in plus les play-offs, donc c'est qu'il y avait quand même pas grand-chose à changer. Et après, personnellement, c'était là où les attentes avec ma femme étaient prévues, que ce soit pour nos enfants, pour notre vie, on s'est régalé. La culture américaine, moi qui suis je suis pas vieux, mais je veux dire, je suis de 92, on a été bercé avec cette culture américaine. C'est vrai qu'on a pu retrouver plein de bonnes choses et de moins bonnes choses aussi, mais c'est vrai qu'on a pu croquer la vie là-bas à pleines dents et ça a été agréable, notamment pour nos enfants et pour nous aussi. Et par exemple, par rapport à Montpellier, où tu as évolué pendant 3 ans et demi, qu'est-ce qui est le plus différent dans un club comme Chicago par rapport à un club comme Montpellier? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé là-bas? Tu t'es dit, oh, ça n'a rien à voir, quoi. Les infrastructures. Ouais. Les infrastructures. Mais je pense que c'est pas propre à Montpellier. Je pense que, alors encore plus aujourd'hui, parce que là maintenant ils ont un nouveau centre, mais je pense que leur nouveau centre, il est. Allez, j'ai pas vu celui du PSG, mais je pense qu'il est juste en dessous, quoi. En termes d'infrastructure générale. D'accord. Ouais, Ils ont investi massivement sur un nouveau centre. Ils ont mis, pour donner des chiffres, ils ont mis 90 millions de dollars pour tout construire, juste sur le centre. Hein. Ouais, Donc, ils ont regroupé les jeunes et la structure pro. Et après, en termes de matériel et tout ça, bon, après, c'est très américain. Hein, ils prennent ce qui fonctionne dans les différents sports et ils l'adaptent à tous les sports. Donc, en gros, il y avait un staff de, je sais pas, on devait être, je dirais, 11-12 sur le banc, je pense, plus les joueurs. Pas mal de kinés, infrastructure de musculation, et puis après, ce que le foot demande en termes de suivi, analyse GPS, données. Donc, de ce côté-là, il y avait rien à envier au meilleur club en Europe. Forcément, il y a mieux parce que tu as de top clubs derrière, mais après, c'est les gens qui travaillent dedans. Mais en termes d'infrastructure pure, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, en tout cas, sur Chicago, c'est sûr, il faudra voir sur d'autres clubs, mais c'est peut-être juste en dessous de ce que Paris peut faire. D'accord, ouais, donc c'est quand même assez impressionnant, quoi. J'imagine quand Ah t'es oui, arrivé là-bas, oui, ça doit être. Et encore, moi, quand j'y étais, on n'était pas dans le nouveau centre, donc on était sur l'ancienne, là où ils s'entraînaient en attendant de construire et tout ça. Donc moi, j'ai pas pu voir les infrastructures des nouvelles. Enfin, je les ai vues en vidéo et puis par les contacts que j'avais. Là, ouais, voilà, on voit qu'ils sont passés un step de ce côté-là. Et là, ils ont le projet qui suit derrière, c'est qu'ils vont faire construire leur stade en 2020, avant 2027, je crois, c'est prévu. D'accord. Kevin, il me semble que tu avais une question pour Arnaud. Oui, bonsoir Arnaud. Voilà, comment Bonsoir. vous parliez des infrastructures et tout ça, moi j'avais une petite question parce que c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches au niveau des médias. On n'a pas beaucoup d'informations. Je voulais savoir justement pour la formation et les académies des jeunes, est-ce que c'est différent de l'Europe ou pas? Pour savoir, voilà, justement, est-ce que c'est que des joueurs beaucoup issus d'Amérique ou c'est comme nous en Europe, des joueurs qui viennent d'Europe, d'Afrique? Et est-ce que justement ces jeunes-là, c'est plus difficile de signer un contrat professionnel ou peut-être c'est un peu plus facile justement qu'en Europe? Alors moi, j'ai pas vu l'ensemble de l'académie parce que là où on s'entraînait, elle s'entraînait pas au même endroit que nous. Et même encore maintenant, je pense que l'académie générale, je pense qu'elle s'entraîne pas au même endroit que les pros. Je pense que c'est juste la réserve de ce qu'ils appellent la MLS Next Pro en fait chez eux. C'est les jeunes juste en dessous qui sont potentiellement à but d'intégrer l'équipe professionnelle. Alors après, il faut s'enlever du schéma de ce qu'on peut connaître en France. Ça fonctionne pas du tout pareil hein, aux États-Unis. On n'est pas du tout sur ce format-là. Parce que, alors oui, ils ont plein de joueurs étrangers qui viennent intégrer l'académie. Alors ça peut être africain, sud-américain, Amérique du Nord, très peu européen, c'est très rare. Mais en majorité, c'est des Américains. Mais en fait, si vous voulez, ils ont un problème. Ça, c'est pas un problème, c'est que ils passent par leur académie, mais les jeunes, ils vont à l'école en fait. Et souvent, c'est l'école qui paye les droits de scolarité en échange de compétition jusqu'à très tard. Et en fait, après, ils ont une draft, ce qu'on appelle communément, qu'on a en NBA ou qu'on a de partout. Et en fait, de cette draft sortent des joueurs classés. Et après, eux, ils peuvent réintégrer l'académie plus tard, mais ils arrivent très tard. Ils arrivent vers 22 ans, 23 ans chez les pros. Ils n'ont aucun match, ils n'ont rien. Ils sont très. Honnêtement, le niveau, il est pas dingue. Franchement, il est pas dingue du tout. Il y a du travail, mais le niveau académique des jeunes est pas. Pour moi, est pas du tout au niveau de ce que l'Europe peut connaître. Après, ils ont des points forts physiquement, ils sont prêts. Dans la répétition des efforts, dans le travail physique, mais que ce soit tactiquement, techniquement, c'est très compliqué de mon point de vue extérieur. D'accord, merci. Donc il y a des points positifs comme des points négatifs aussi, que ce soit là-bas ou Oui, je pense qu'ils ont la culture américaine de l'effort, du travail physique qui est présente de partout, qu'on peut retrouver dans plein de sports. Mais c'est vrai que sur cette partie tactique, technique, le fait d'être parti, ça permet aussi de voir que, au final, le joueur français ou européen, mais particulièrement français dans l'ensemble,
il a quand même une base de travail qui est très bien formé. Il est très très bien formé le joueur français dans l'ensemble, parce qu'il va être très bon à peu près de partout. Alors il y en a quelques-uns qui seront plus ou moins forts dans d'autres caractéristiques propres, mais sur le général, le joueur français ou du moins européen est beaucoup mieux formé que le joueur américain. Alors Plus Arnaud, complet, maintenant il est plus complet. on va parler un peu du MHSC, forcément, dans ce Ouais. podcast Charnière Centrale. Qu'est-ce que tu retiens de tes années à Montpellier, de tes 3 années et demie du côté de la Paillade? Ah ben moi, je retiens que du bon parce que on avait un effectif qui a surperformé par rapport à, on va dire, à la masse salariale du club. Je pense que il faut, c'est bien de temps en temps de le rappeler aussi, parce qu'il faut se rappeler que même si on a un président qui a mis de l'argent dans le club, ça reste quand même une famille qui fait attention à ce qu'il fait, attention à l'argent qu'il dépense, et il n'y a pas d'actionnaire extérieur. Donc ça veut dire que c'est pas, ils peuvent pas payer des millions. Et je pense que nous, on était le 10e ou le 12e budget de Ligue 1, je crois, de mémoire quand on y était. Mhm. Et on était largement au-dessus par rapport à ça. Le seul petit regret, c'est que je pense, ça aurait été bien d'accrocher une petite Coupe d'Europe. Ça aurait été sympathique, je pense. Mais il nous manquait peut-être un petit step qu'on n'a pas réussi à atteindre. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais je veux dire, dans l'ensemble, du moins, on avait un président qui faisait attention à ce qu'il faisait, et du coup, on avait des joueurs qui avaient ce rapport et cette culture-là dans le club, ou du moins dans ce que le club pouvait représenter, qui a fédéré pas mal de monde. Après, on n'était pas parfait. On avait des défauts, je pense, comme toutes les équipes. Mais par contre, on avait une génération, ou du moins un groupe, qui s'entendait extrêmement bien. Et après, bah, malheureusement, alors est-ce que c'est lié aux erreurs? Est-ce que c'est lié au... Je pense qu'il y a aussi les autres équipes en Ligue 1 qui ont fait rentrer des investisseurs, donc des moyens plus gros et plus difficiles. Et si vous regardez aujourd'hui la Ligue 1, bah, pour y rester, c'est très compliqué, hein. Les équipes qui n'ont pas de... Bah, on va prendre un exemple en date, hein, un club comme Strasbourg qui avant jouait le maintien en Ligue 1, pour être totalement honnête avec ce club. Bah, aujourd'hui, c'est devenu un des gros du championnat de Ligue 1. Et il faut pas, il n'y a pas de honte à le dire en termes de référence, et c'est bien pour ce club. Mais c'est Mhm. vrai qu'il y a, il y a des acteurs extérieurs au club qui font que bah, ça permet d'avoir ça. Donc aujourd'hui, le club, bah, forcément, moi j'étais attristé quand ils sont descendus. Alors je suis parti, moi déjà, c'était, on n'était pas loin. Vous savez, quand vous jouez une année, 2 années à flirter avec la zone, c'est Au bout d'un moment, compliqué. malheureusement. Après, bah, au bout d'un moment, c'est compliqué, sauf si vous êtes programmé pour. Après, quand vous êtes programmé pour et que vous le savez d'avance, bah, l'objectif c'est de jouer le maintien. Donc, je prends un exemple comme ça, comme Le Havre, par exemple, qui a une habitude, je veux dire, de jouer le maintien, et du coup qui se prépare mentalement à le jouer, et qui recrute les joueurs aussi en fonction de ce qu'il peut. Et au final, ils arrivent à produire quelque chose qui est très bien, notamment comme eux, comme Angers, par exemple, qui font très bien cette année. Et je sais pas du tout péjoratif de nommer ces clubs-là, mais par exemple, un club comme Nantes, ils arrivent à faire 3, 4, 5 ans que ça flirte avec la zone et tout. Bah, faut faire attention, parce que je pense pas qu'un Nantes est préparé aujourd'hui, je le maintiens. Yannick, quelle était ta question Oui, pour Arnaud? oui, bonjour Arnaud. Moi, je Bonjour. suis content de pouvoir discuter déjà avec le joueur que tu es, parce que comme tu disais, vous étiez quand même un groupe à l'époque au-delà qui avait vraiment le plaisir et qui mouillait le maillot à 200%. Et je pense que tous les supporters s'en rappellent. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que c'est ton poste, parce que dans le foot moderne, le poste de latéral, c'est peut-être le poste qui a le plus évolué ces dernières années. Mhm. On demande beaucoup plus de choses à un latéral que ce qui était à l'époque de Giroud, où on avait le latéral, les Ouais. etc. Et même, on voit beaucoup d'ailiers qui finalement maintenant redescendent piston, comme Timothy Weah à Marseille récemment. Comment toi tu vois l'évolution de ce poste, et comment toi tu as évolué aussi par rapport à toutes ces exigences du football moderne? Moi, pour être totalement franc avec toi, je pense aujourd'hui sur le terrain, si je devrais citer un poste qui est peut-être un des plus difficiles à jouer et à maîtriser, de mon point de vue, après, je pense que chaque poste a sa spécificité, c'est le poste de latéral droit ou gauche, hein. Oui. Pour moi, c'est le même. Parce que comme tu l'as dit, ça regroupe d'être à la fois dans l'idéal, dans ce qu'on recherche aujourd'hui, le meilleur du monde. Je pense qu'on a la chance de l'avoir en Ligue 1, et il faut regarder comment il joue. C'est Hakimi à Paris. Pour moi, il n'y a pas de débat de ce côté-là. À droite, à gauche, il faudrait chercher, parce que et encore, je pense qu'il est peut-être même à Paris aussi, à gauche, par rapport à ce qu'il produit et ce qu'il fait. Mais on est sur des joueurs qui ont une capacité offensive extrême, en fait, à amener un décalage,
et à changer l'idée d'une équipe au-delà de la capacité physique et athlétique, en fait, après humainement et athlétiquement. Donc, je pense que c'est un des postes qui est le plus difficile aujourd'hui parce que tu es toujours dans la balance en tant que coach à te dire est-ce que je mets pas un attaquant qui va aller vite et qui va me permettre de répéter les efforts et de créer ce décalage dans des blocs assez bas ou même sur une équipe à 4 derrière ou à 5, même si je différencie les deux postes parce que pour le coup je pense qu'à 4 et à 5 on n'est pas du tout sur le même type de profil de joueur, mais c'est vrai que le poste, il a naturellement changé parce qu'aujourd'hui, on a vu que les blocs, ils sont adaptés, les équipes, elles travaillent tactiquement, techniquement. Donc après, maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est le dépassement de soi-même. Et aujourd'hui, on va privilégier, je pense, l'offensive. En tout cas, du moins, on l'a fait pendant quelques années où on privilégiait beaucoup l'offensive par rapport au défensif, même si on se rend compte qu'au final, c'est quand même lié à la façon dont tu vas jouer. Parce que si je prends un exemple, on voit Paris qui a pour moi, qui a la paire la plus forte de latéraux en Europe aujourd'hui. Je pense que c'est la plus complémentaire et la plus forte parce qu'offensivement, c'est très, très costaud. Il y a eu l'Inter pendant une période qui était très forte aussi avec Dumfries à droite et Di Marco à gauche. Et d'ailleurs, ils font finale de Champions League. Mais si on voit sur la finale de Champions League, ils sont éclatés parce que aujourd'hui c'est une équipe jeune face à une équipe plus âgée. Et aujourd'hui, ils se sont fait exploser sur le rythme, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont pété en l'air. Mais à côté de ça, tu vas avoir au Barça un Koundé à droite qui est très très fort et qui joue beaucoup plus défensif. Donc je pense que c'est lié aussi à la façon dont tu joues et ce que tu fais. Maintenant, moi, l'évolution que j'ai amenée, déjà, c'est d'essayer de garder un niveau physique assez intéressant et puis après, tu adaptes. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux pas faire autant de courses qu'un Hakimi peut faire, déjà parce que j'ai pas les capacités physiques j'ai pas le coffre. Maintenant, je pense que techniquement, j'ai d'autres capacités. Je peux être plus intéressant sur de la combinaison ou en parcimonie sur quelques touches offensives. Mais je te dis, ça dépend de ce que tu vas chercher à droite. Parce que pour moi, Timothée Weah, tu me l'as cité justement, pour moi, c'est pas un latéral droit. À Marseille, il joue à 5, il joue piston, et c'est un piston qui est quasi ailier, quoi. Et c'est ce qu'on lui demande. On lui demande pas de défendre. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent il est très bon quand il a Pavard derrière lui, parce que ils se permettent entre guillemets de se dire bon, j'ai un défenseur derrière où je peux lui laisser couvrir le côté droit. Et du coup, tu préfères jouer à une défense à 4 ou à 5 ou c'est pareil? Non, j'ai pas de préférence, c'est différent. Je pense qu'on me demandera pas la même chose. Et moi, j'apporterai peut-être pas la même chose sur une défense à 4 ou sur une défense à 5. Défense à 4, tu vas peut-être plus chercher à combiner. Ça dépend de qui t'as devant toi aussi, parce qu'après, c'est ça aussi. Hein. Si t'as un joueur qui est très fort en 1 contre 1, est-ce que ça vaut le coup à chaque fois d'aller dédoubler alors que tu vas lui amener un joueur en plus et peut-être le laisser très fort en percussion? Après, si t'as un joueur qui a besoin de combiner, c'est plus intéressant à amener. Alors qu'à 5, tu vas aller plus souvent dans la surface. Selon le profil de joueur, tu peux faire du 1 contre 1 ou pas, mais tu vas avoir plus d'appels, Puis après, tu peux très bien te retrouver dans une position limite d'une défense à 5 en n'ayant que 4 défenseurs si ça a été compensé et travaillé. Donc, je pense que chaque composition te permet d'adapter ton style de jeu. Après, moi, j'ai pas de préférence aujourd'hui. Je fais un poste où je me régale. Après, j'ai même poussé, par exemple, dans une défense à 5. Moi, j'ai déjà joué dans les 3 dans l'axe parce que tu as cette capacité à le faire aussi. En termes de première relance, en termes tu peux sécuriser. Là, peut-être te permettre de dire, je prends un exemple, je mets un joueur plus offensif à droite. Voilà. Lauriane, tu avais une question concernant le MHSC d'aujourd'hui, de ces dernières semaines, de ces derniers mois, depuis la descente en Ligue 2. Je te laisse poser la question à Arnaud. Oui, salut Arnaud. Salut. Je voulais savoir, aujourd'hui, que penses-tu de l'équipe de Zoumana Camara? Eh ben, écoute, je les trouve meilleurs qu'au début de saison. Meilleurs dans ce qu'ils veulent mettre en place, en tout cas. Par rapport au jeu, on commence à voir un peu plus ce qu'il a voulu mettre en place, qui prend du temps, forcément, parce que ça se met pas du jour au lendemain. Après, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tu es en Ligue 2. Et donc, la Ligue 2, malheureusement, soit tu es très très bon dans ton jeu et tu maîtrises tous tes matchs et tu as cette capacité à faire mal dans la possession, dans le jeu et à scorer, avoir des occasions. Soit c'est du combat permanent et ce que tu as souvent à l'extérieur, parce que moi je l'ai connu en Ligue 2, j'ai fait qu'1 an et j'ai eu la chance de jouer la montée et de monter directement. Mais aujourd'hui, la Ligue 2, alors c'est compliqué à dire parce que souvent il y a des joueurs qui te disent ouais, la Ligue 2 elle est plus dure que la Ligue 1. Alors c'est pas qu'elle est plus dure dans le sens général des choses, mais c'est que c'est un combat de tous les instants. Déjà tous tes matchs à l'extérieur, tu sais que ça va être la guerre. Il n'y a pas de match où tu te dis ouais ça va être plus ou moins simple, où t'es sûr. Et puis même presque je mets au défi avant chaque journée de donner aux gens le résultat final de la journée en fait, parce que tu te rends compte que je vais te prendre un exemple de la Ligue 2, on pensait que Saint-Etienne ils allaient survoler la Ligue 2, au final ils la survolent pas tant que ça.
Et pourtant, tu vois ce qu'ils ont investi. On a plus de 35 millions d'investissement. C'est plus que certains clubs de Ligue 1. Mais ils la survolent pas. Et donc, je peux te dire que si eux, par contre, ça monte pas l'année dernière, en plus de ça, tu te rajoutes la pression. Donc, si eux, ça monte pas cette année, bah, tu te dis, ouais, il y a quand même un problème. Ça veut dire que, mais cette année, j'ai l'impression d'avoir une Ligue 2 qui est très homogène pour moi. Je trouve, même le premier, hein, j'ai regardé trois, c'est bon, mais est-ce que ça va monter sûr? J'en suis pas, ils vont pas être loin. Ils seront pas loin. Mais comme tu vas avoir aujourd'hui, je pense que Montpellier peut être dans les 6. C'est largement atteignable aujourd'hui, largement atteignable. Même avec ce que tu as produit au début, qui est un petit peu plus timide, on va dire, mais aujourd'hui, c'est largement atteignable. Mais j'ai envie de te dire, c'est février-mars qui vont te déterminer un peu. Il faut que tu sois dans les 5 en mars. Si t'es dans les 5 en mars, tout est possible parce que je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui se soit détachée tant que ça en haut du tableau. La Ligue 2, il faut faire des séries. Hein. Donc, si vous faites des séries, vous gagnez des matchs et derrière, vous restez en haut. Donc, je pense que c'est un championnat qui est très serré. Là, déjà, dès ce week-end, tu as un match qui est pas simple contre Pau. Et pourtant, personne n'aurait dit que Pau allait jouer le haut de tableau. Mais comme Dunkerque l'a fait l'année dernière, comme chaque année, tu as Il y a toujours des petites surprises. Il y a une seule équipe qui l'a fait plus ou moins bien, c'est Lorient l'année dernière de descendre et de remonter direct. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont gardé leurs joueurs, parce qu'ils ont accepté de payer les joueurs au prix où ils les payaient. Donc ça veut dire que tu prends des risques aussi, mais ça a permis de faire ça. Forcément, quand tu descends en Ligue 2, les salaires ils baissent, les joueurs ils partent ou ils sont convoités par d'autres clubs, ils ont envie de jouer en Ligue 1. Derrière, bah, c'est plus difficile de construire un effectif. Mais bon, aujourd'hui, je vois un club qui a une idée une identité de jeu, qui est en train de mettre quelque chose en place de très costaud. Surtout que ça a été fait avec les finances dont on sait que ça a été un problème à Montpellier en début d'année, enfin du moins en fin d'année dernière. Donc ils ont réussi à couper et à revenir à quelque chose d'un peu plus normal, revenir à une base avec un centre de formation qui va travailler et qui va sûrement sortir des joueurs. Mais ces joueurs-là, ils vont pas arriver dès demain ou dès l'année prochaine. Peut-être ça va leur prendre 3, 4, 5 ans. Faudra voir comment ça se passe. Maintenant, je pense que si en mars ils sont dans les 5, dans les 6, tout est possible. Tout est possible. Mais d'ailleurs, c'est un peu l'objectif qu'ils se sont fixés. Hein, je crois en début d'année, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit on va essayer d'être dans les. Bon, lui, il avait dit les 8, le président, je pense. Oui. Et je pense qu'il faut que tu sois dans les playoffs. Si dans les playoffs, après, c'est. Aujourd'hui, si tu veux être sûr de monter, il faut être dans les deux. Pour moi, le troisième de Ligue 2, pour être la troisième équipe de Ligue 2 à monter, il y a tout qui est fait pour qu'en gros, on privilégie ou on avantage la Ligue 1 entre les playoffs que tu as entre toi, plus le match aller-retour, plus. Ah, c'est très, très compliqué. Mais bon, pour moi. Je pense qu'ils sont à leur place. Ils sont pas favoris parce qu'ils peuvent pas se le revendiquer en tant que tel. Mais si tu prends l'équipe générale avec sans blessés, avec une équipe cheap entre guillemets, bon, t'as quand même des joueurs qui ont de la bouteille, hein, que ce soit derrière. Bon, c'est un gardien, mais après que tu joues avec Laporte ou Julien ou Béchir s'il reste, bah c'est pas mal. TJ, ça reste TJ. En Ligue 2, t'as besoin d'avoir un tireur de coup de pied arrêté. T'as besoin d'avoir un joueur de ce niveau-là. Tu vas te faire du bien. Devant, t'as un arbre qui est hyper connu de la Ligue 2 et que tout le monde attend et aujourd'hui il faut le servir dans des conditions qui les font, mais voilà, bah, je veux dire, t'as quand même des joueurs, le petit Nathanaël Moukou, c'est pas mal, et puis derrière t'as des petits jeunes qui arrivent à amener leur truc. Donc l'effectif il me paraît pas mal monté. Après oui, sur ton banc t'es peut-être un peu jeune, un peu ledge, mais tu fais avec ce que t'as comme moyen aussi. Je veux dire, tu peux pas attendre d'avoir le banc de Saint-Etienne avec les finances de Montpellier aujourd'hui. Non, moi je pense que c'est bien ce qu'ils ont fait, ça ramène un peu de calme, ça travaille bien. Faut bien finir l'année maintenant, et après tu verras. Hein. Il n'y a plus qu'à bien finir l'année. On espère aussi bien la débuter. Lauriane, je crois que tu avais une deuxième question aussi. Oui. Comment as-tu réagi quand le club était officiellement tombé en Ligue 2? Bah j'étais déçu, triste. Alors j'étais triste parce que, bon après comme tout le monde, tu lis un peu tout ce qui se dit. Je pense que les gens ils prennent pas conscience. J'ai lu plein de choses, hein, que le président il n'était pas d'argent, il n'était pas attaché au club. Si son père il était encore là, il aurait honte de lui et tout ça. Pour avoir connu de l'intérieur, je pense que c'est un président qui a sûrement s'en voulu peut-être plus que les joueurs, parce qu'il a dû se dire que quelque part peut-être il s'est trompé, ce qui peut arriver. Je pense qu'ils l'ont reconnu en faisant après un ménage qui a fait que il avait peut-être besoin de le faire et c'est pas facile de le faire. Mais c'est un président, moi quand j'étais là, qui nous a toujours payé dans les temps, qui a toujours payé ses salariés dans les temps, qui a tenu à être un budget à l'équilibre, qui fera pas de folie. Et je pense que c'était eux les premiers, les plus déçus. En plus, forcément avec les supporters, ce qui est normal. Mais je veux dire, il faut pas penser qu'il est complètement détaché du club. Je pense que ça représente beaucoup pour cette famille, notamment le club, comme les féminines représentaient et que malheureusement ils ont dû lâcher pour différentes raisons. Mais voilà, j'étais déçu. Je lui ai envoyé un message. Et puis après, honnêtement, est-ce que c'était pas un mal pour un bien, pour mieux repartir? Et parce qu'on va pas se mentir, si tu étais resté en Ligue 1
Il aurait fallu que tu regères les contrats que tu avais. Donc financièrement, déjà, je suis même pas sûr que tu le tenais. En plus, ton objectif financier. Et derrière, il aurait fallu, tu aurais refait une année comme ça. Tu aurais refait une année galère parce que tu n'aurais pas pu recruter. Tu aurais dû aller chercher des jeunes et tu te serais fait exploser dans tous les sens. Donc, au final, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Je pense que c'est passé, c'est une mauvaise passe. Ça a embêté tout le monde, pour rester poli. Mais pour l'instant, ça permet de reconstruire, de repartir sur des bases peut-être plus saines pour l'année prochaine. Et puis, ils ont fait un grand pas, un grand step de différence parce qu'ils sont allés chercher un entraîneur qui n'était pas issu de Montpellier, qui connaissait pas Montpellier, qui était assez ouvert sur les jeunes. Donc, c'était, on va quand même un beau signal qui n'a pas d'expérience à haut niveau. Donc, je pense que c'était bien. Donc, après, forcément, je pense qu'ils auraient préféré rester en Ligue 1, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que c'était réalisable, même cette année. Et puis ça a permis aussi une remise à niveau à tous les niveaux, comme tu le dis, que ce soit au niveau du coach, parce que Ouais, je d'habitude, pense. Ouais. on avait l'habitude aussi de faire un peu du recyclage au niveau des coachs, malgré tout. Donc là, c'est vrai que ça Ouais, mais peut ça va apporter ce avec le plus. club. Je veux dire, c'est la Oui, force de oui, ce c'est club et sûr. ça peut aussi être sa faiblesse, en fait, sur certains points. Parce qu'aujourd'hui, c'est un club, moi, je vois le premier, regarde, aujourd'hui, il me laisse l'opportunité de venir m'entraîner. T'as plein de clubs qui auraient pu dire, bah non, je veux pas, ou ça m'intéresse pas. Donc, c'est la grande force de ce club de pouvoir, je pense que les gens s'y sentent bien, quand tu travailles avec des gens qui travaillent bien. Après, le foot, ça reste le foot. Dans tous les cas, même cette année, même si tu as 18 équipes magnifiques qui jouent super bien, il y en a quand même une qui va finir dernier et une avant-dernière qui va descendre en Ligue 2, quoi qu'il se C'est passe. sûr. Donc c'est comme ça. Après, il faut juste essayer que ce soit pas soi, mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas l'anticiper. Et justement, tu viens de le dire, tu es revenu en France et tu t'entraînes même avec la réserve du MHSC. Comment s'est fait ce choix? Comment ça s'est passé? C'est toi qui as voulu absolument revenir ou c'est eux qui t'ont proposé? Comment ça s'est passé? Non, non, c'était très simple. J'avais contacté Bruno pour pouvoir avoir un cadre d'entraînement collectif, ou du moins avec des joueurs. Ça a pu se mettre en place là en décembre. Bon, du coup, j'ai saisi l'opportunité. Je suis redescendu sur Montpellier. Bon, moi, j'ai encore ma femme et mes enfants qui sont aux États-Unis, D'accord. mais aujourd'hui, je m'entraîne et voilà, ça me permet de garder la forme et de retrouver un collectif, de retrouver des jeunes. Bon, j'ai l'impression d'être très vieux du coup, puisque tous les plus jeunes sont déjà montés, donc il reste encore des plus jeunes encore en dessous. Mais sinon ça va. Tu es le papa de toute l'équipe réserve. Ah, presque. Alors après, l'équipe réserve, elle bouge tout le temps de la semaine parce que il y en a beaucoup Oui, qui vont oui, chez c'est les pros. sûr. Je revis des séquences que j'avais vécues quand j'étais au centre de formation où, au début de semaine, le coach il disait, ah bah toi, pendant toute la semaine, tu vas t'entraîner avec les pros, tu reçois des messages et tout. Ça, c'est sympa, ça me fait rire. Ça rappelle des souvenirs. Et justement, je crois qu'Yannick a une petite question Ouais, que tout le monde se Ah, j'ai une petite pose. idée de la question, c'est bizarre. ouais, la question. Non, mais oui, parce qu'après, c'est un choix de revenir s'entraîner ici et d'être en famille. Mais est-ce que dans le coin de la tête, s'il y a opportunité, est-ce que ça peut être envisageable un retour ou la question ne se pose pas du tout ou se posera pas? Alors là, pour l'instant, moi, de mon côté, elle se pose pas dans le sens où j'ai du respect pour ce club et cette partie-là, c'est le club qui le décidera, avec le club et le coach, accessoirement quand même, parce que c'est quand même son boulot. Moi, aujourd'hui, ma seule intention d'être revenu, c'est de pouvoir montrer que physiquement, je suis prêt, que je suis prêt à revenir à un nouveau challenge, que physiquement, je me sens bien, que je suis bien. Et après, le futur décidera du reste. Maintenant, je peux pas aujourd'hui te dire de décembre, oui, c'est sûr que je vais signer à Montpellier, c'est l'objectif caché, c'est ce qu'on s'était dit et tout. Non, on n'est pas du tout dans ce truc-là. J'ai vu sortir pas mal de choses, s'il revenait et tout. Enfin, on n'est pas, ça n'a pas du tout été évoqué et c'est pas dans C'est pas le. Je pense que d'actualité, c'est quoi. pas. Oui, c'est pas d'actualité, mais enfin, je veux dire, si ça doit arriver, ils le feront naturellement, forcément, parce que je serai à côté, ce sera plus simple de Oui, vérifier. Mais je pense que déjà, et d'une, c'est pas que le club qui décidera, il y a aussi le coach qui va décider, et puis après on verra. Mais en l'état actuel des choses, c'est pas ce qui a motivé le retour, du moins, pour venir s'entraîner à Montpellier. non, mais après, je comprends bien. Après, on verra comment ça se passe. Mais c'est sûr que quand on t'entend parler, bon, on avait un bon souvenir de toi. Moi, ça fait un moment que j'avais pas enfin, entendu, je t'avais pas entendu en interview ou quoi. Moi, j'ai l'impression que même ce voyage aux États-Unis, tu dégages beaucoup de confiance, beaucoup de maturité. Bon, il y a l'âge aussi, mais 33 ans, c'est un bel âge quand on est latéral. Et justement, Bon, bah, même pas que quand on est latéral, hein, dans la vie normale, hein, c'est un bel âge. et comme on dit tout à l'heure, je crois que tu as quand même bien suivi quand même le parcours de Montpellier, en tout cas l'effectif. Et cet effectif jeune, c'est vrai qu'on manque un petit peu de cadre.
je pense, pour aider l'équipe à monter. Et puis, on a quand même de Château qui est vraiment latéral droit pour le coup, parce que Mhm. tout à l'heure de poste, c'était ma première question de tout à l'heure. Bon, c'est sûr que bon, avoir quelqu'un de ta qualité dans l'effectif de Montpellier, si les choses sont possibles et que ça va dans les deux sens, on a le temps de voir, ce serait quelque chose, je pense, qui serait positif. Oui, c'est possible. Oui, si on souligne sur ces points-là, oui, forcément. Après, bon, moi, le club, je l'ai suivi comme d'autres clubs déjà parce que j'avais encore des connaissances. Je connais encore, voilà, quand je suis arrivé, je connais encore toute la cellule médicale, les kinés, le préparateur physique, hormis le nouveau qui arrive, mais je connais l'ancien, le doc, je connais, les gens au club, je les connais, même le coach de la réserve, je le connais, même si j'ai jamais été avec lui. Donc forcément, le climat général, je le connais. Après, aujourd'hui, c'est trop présomptueux de dire oui, il va falloir revenir. Et c'est l'objectif, franchement, en toute honnêteté, et je n'ai pas de raison de le cacher. C'était vraiment en priorité. Moi, j'étais de remercier le club de m'avoir laissé pouvoir venir m'entraîner. C'est surtout ça la priorité. Derrière, il en découlera ce qu'il en découlera. Il y aura un mercato d'hiver qui va arriver pour tout le monde, pas que pour Montpellier. Maintenant, on verra. Je peux pas te dire aujourd'hui que oui, je vais revenir. Et après, si tu me dis Arnaud, ça se produit, est-ce que si tout est aligné et que tout le monde est d'accord et tout, bah il y aura plus de chances que je dise oui que de chances que je dise non. Forcément, maintenant, on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là. Ouais, Après, c'est bien. ton objectif, du coup, c'est remise en forme. Et puis, L'objectif, c'est de rester en forme. C'est pas forcément de la remise parce ouais, que faire. j'ai quand même bossé pendant que j'étais là-bas. C'était Ouais. surtout retrouver des séances collectives en fait avec des joueurs. Parce que physiquement, j'ai pas trop de problèmes. C'est pas ça le souci. C'était plus d'avoir des coéquipiers, s'entraîner, jouer au foot, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est ce que Montpellier m'apporte en fait avec une structure, des entraînements réguliers, une semaine classique et en tant qu'amoureux du foot de pouvoir regarder des matchs en plus en même temps. Donc ce sera un petit peu plus simple pour les regarder. Et si un nouveau projet foot arrive, priorité à l'Europe? Si un nous, alors priorité à l'Europe, je peux pas aujourd'hui, je peux pas fermer de porte parce qu'il y a une envie de rejouer au foot. Donc priorité au premier qui va arriver, surtout, surtout ça. Maintenant, maintenant on verra Europe ou pas. J'ai pas de priorité ou parce que ça voudrait dire aussi que je ferme des portes. Ouais. Bon, il y a des pays où j'ai pas forcément envie d'aller, mais je veux dire dans l'ensemble, je suis quand même assez ouvert sur des projets qui peuvent me correspondre et comme tu l'as dit avant, je pense que je peux encore jouer un bon 3 à 4 ans. Je pense encore, ça dépendra du corps, mais je veux dire 3 ans, je pense que je peux les avoir et physiquement, ça devrait tenir. Donc on verra comment ça se passe et priorité plus à oui au projet qui va arriver et encore il faut que le projet corresponde et que tout le monde soit ok sur l'ensemble des choses, hein. Donc pour l'instant on en est loin. Je te dis pour l'instant c'est juste de pouvoir retrouver le plaisir d'un entraînement collectif, d'échanger avec des plus jeunes, leur apporter ce qu'on peut leur apporter, que moi ils m'apportent ce qu'ils peuvent m'apporter aussi et voilà, je vis au rythme d'un groupe qui prépare sa semaine de matchs en réserve et j'en suis très content et je regarderai avec attention les matchs qu'ils peuvent faire et les matchs bien sûr de l'équipe, forcément. Tu dis qu'il peut te rester 3 4 ans à jouer. Si tu nous fais une Vito Hilton, il te reste encore 10 ans, hein. Ouais, alors après on joue pas le même poste, même si moi qui ai joué avec Dante, je pourrais faire une Dante, mais on joue pas les mêmes postes et c'est plus compliqué aujourd'hui pour en revenir à ce qu'on disait avant sur les postes. Pour moi aujourd'hui un latéral, malheureusement par rapport à ce que le foot demande de plus en plus, ça devient très compliqué de jouer jusqu'à 40 ans quoi. C'est très compliqué je Ouais. pense. Déjà, à tous les postes, Mais c'est c'est normal, compliqué et hein, encore plus au poste de latéral. ouais, mais t'as quand même des postes où c'est un petit peu plus simple quand même dans l'ensemble. Après Vito, ça reste Vito. Le but c'est pas de le battre, hein. C'est- Personne ne peut passer au-dessus de Vito, de toute façon. Ouais, Exactement. Voilà. Bah, il en a toujours un dans les clubs hein, comme ça. Donc, ouais, c'est vrai. faut le Ben, on respecter. voit. Et c'est très beau ce qu'ils Ouais. ont fait, hein, mais comme quoi ça peut être réalisable maintenant. Il y a beaucoup de conditions et c'est bien ce qu'il a fait. Et il faut en être très fier de pouvoir faire ce qu'il a fait. C'est clair. En tout cas, Arnaud, merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro Ben, de merci à vous. Charnière Centrale. Ça nous a fait très Merci plaisir Arnaud. de te recevoir parce que tu fais partie vraiment des joueurs qu'on a toujours appréciés du côté de Montpellier. Et d'ailleurs, Yannick t'a posé la question tout à l'heure de savoir si tu allais peut-être revenir à Montpellier ou quoi. La question qu'on s'est posée, nous, avant que tu arrives, c'était est-ce que ça peut être intéressant pour le club et surtout pour nous, en tant que supporters, de voir Arnaud Souquet Ah, ça, arriver? c'est pas à moi de déterminer ça. Non, ça c'est sûr. C'est pas Mais mon rôle. nous quatre, on est positifs à l'idée de te voir revenir à Montpellier. Alors pourquoi Bon, pas? Et tant en tout mieux. cas, si tu reviens, sache que nous, on sera là pour te soutenir et ça nous fera très plaisir. Bah, En tout tant cas, mieux. merci beaucoup à toi.
Et merci beaucoup Kevin, Lauriane et Yannick d'avoir participé à ce tout nouveau numéro de Charnière Centrale. On se retrouve jeudi prochain pour un tout nouveau numéro. En attendant, allez la paillade. Ciao, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.